Bon matin à toutes et à tous. Je me présente, Florent Pavrel, directeur du programme Corex à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Un programme de la Fédération qui existe depuis 2015 pour inspirer, outiller et informer les entreprises québécoises qui ont des visées internationales. Je vous remercie vivement de votre présence aujourd'hui pour notre premier épisode du mois de promotion de la diversification des marchés d'exportation. Mais avant de débuter, en cette journée internationale des femmes, je voulais souligner l'importante contribution qui est faite par les femmes de la communauté d'affaires québécoise. On aura des représentants des femmes de la communauté d'affaires aujourd'hui qui vont pouvoir nous parler. Je salue la contribution des femmes en cette journée internationale. Donc, comme vous le savez, le Québec est une nation exportatrice. Près de la moitié de notre PIB en dépend. Notre principal partenaire, les États-Unis, qui reçoivent plus de 70% de nos exportations, mettent en place de plus en plus de mesures protectionnistes qui inquiètent nos exportateurs. Vous avez vu dans la presse les nombreuses déclarations et mesures de l'administration Biden dans ce sens. Et c'est pour faire face à ce contexte qu'on a souhaité mettre en lumière des pays, des zones géographiques moins courues par nos exportateurs, mais qui regorgent pourtant d'occasions d'affaires et qui sont facilités bien souvent par des accords de libre-échange. Ainsi, chaque mercredi, nous ferons un arrêt dans une zone géographique, à commencer aujourd'hui par l'Allemagne. Première économie européenne, premier partenaire économique du Québec en Europe, avec lequel nous profitons également d'un accord de libre-échange, l'accord économique et commercial global, ou plus communément appelé l'AECG. Et pourtant, la marge de progression est considérable. Notre balance commerciale est largement déficitaire puisque nous importons 3 fois plus que nous exportons. Et pour vous donner un élément de comparaison, le Québec exporte pratiquement autant en Allemagne, un pays de plus de 80 millions d'habitants, que dans l'État du Kentucky aux États-Unis, 4 millions d'habitants, ou que dans la province de Terre-Neuve au Canada, d'un peu plus de 500 000 habitants. Comme je vous le disais, la marge de progression est considérable et c'est pour ça qu'on a mis ce programme en place ce matin. On débutera par une présentation de l'Allemagne avec Elisa Valentin, déléguée générale du Québec à Munich. Puis, on aura la chance d'avoir Avovi Komassi, conseillère senior, critères ESG et rayonnement chez EDC, qui nous présentera l'importance de se doter de critères ESG exigeants, particulièrement importants lorsque vous souhaitez pénétrer les marchés européens et donc l'Allemagne. La présentation qui entrera directement en résonance avec notre témoignage d'entreprise. On a la chance d'avoir ce matin Louis Roy, président et fondateur d'Optel, un leader dans la traçabilité, qui a ouvert un bureau en Allemagne l'an dernier, qui nous parlera de son expérience de développement de marché sur ce territoire. Enfin, nous espérons que ces 3 présentations vous auront donné l'envie d'oser. C'est pourquoi on terminera avec un tour de table des organismes de soutien à l'exportation au Québec, qui vous expliqueront comment ils peuvent vous accompagner concrètement sur ces marchés. Après chacune des présentations, on ouvrira une courte période de questions. Pour cela, vous pouvez soit les écrire dans le chat, soit lever la main et on vous donnera la parole pour intervenir directement lors de cette période. Avant de débuter, je tenais à saluer la collaboration de notre réseau de chambres de commerce. On a une dizaine de chambres de différentes régions qui se sont impliquées dans la promotion. Je vais les citer rapidement: Saint-Hyacinthe, Baie des Chaleurs, Les Moulins, Drummond, Thetford Mines, Saguenay-Lac-Saint-Jean, la MRC de Rivière-du-Loup, Quai-Morasquez-Lillet et Montmagny. Également, un gros merci au réseau des Orpex du Québec, nos organismes régionaux de promotion des exportations. On recevra d'ailleurs Nadine Brassard dans la dernière portion de l'activité. Et pour terminer, non des moindres, j'aimerais saluer et remercier les partenaires du programme Corex, sans qui la réalisation de cette activité ne serait pas possible. Tout d'abord, BMO, présentateur de la série Les rencontres virtuelles 300 de Corex. EDC, Exportation et Développement Canada, qui nous soutient depuis le début du programme. On aura d'ailleurs 2 de ses représentants, Avovi et Olivier Turgis, qui vont parler dans le cours de cette activité, et également le ministère des Relations internationales et de la francophonie, qui nous ont beaucoup aidés pour la préparation de ces activités, et on aura dans chacun des épisodes la chance, le privilège d'avoir un des chefs de poste à l'étranger. Mais sans plus tarder, j'inviterai Elisa Valentin, déléguée générale du Québec à Munich depuis 2020, à prendre la parole. À votre tour, Elisa. Merci Florent. Donc, je vais essayer par commencer à partager mon écran. Est-ce que ça marche? Oui, c'est parfait, Elisa. C'est bon écran? Excellent. Oui. Good. Alors, 2 secondes, ce sera juste. Voilà. Donc, ça marche, ouais. Bonjour, donc, il me fait plaisir de pouvoir vous parler de l'Allemagne, en commençant par la présence du Québec en Allemagne. Donc, nous sommes ici avec notre équipe depuis plus de 50 ans sur le territoire.
En fait, notre première représentation a été ouverte à Düsseldorf, donc plus dans le nord-ouest de l'Allemagne. On couvre non seulement l'Allemagne, dont il sera question aujourd'hui, mais aussi, donc la Suisse et l'Autriche. Donc, finalement, c'est les pays germanophones d'Europe. Aujourd'hui, il sera question beaucoup de nos mandats économiques, mais nous avons un mandat beaucoup plus large en tant que délégation générale. Donc, nous nous occupons des relations politiques et institutionnelles entre le Québec et le territoire, des relations culturelles, le monde éducatif, universitaire, recherche, innovation, donc tout ce qui est scientifique et technologique, et bien entendu, donc l'économique. Donc, présentement, nous avons une grande délégation générale ici à Munich, d'où je vous parle, et nous avons aussi une antenne à Berlin. Je vous ai dit qu'on allait parler davantage, évidemment, de nos services économiques, commençant par la section économique. Donc, nous avons le mandat de soutenir les entreprises québécoises dans toute leur démarche d'exportation et de développement sur notre territoire. On renforce les relations économiques et les partenariats d'affaires, comme je l'ai mentionné, du Québec avec l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Et pour cela aussi, on accompagne, on appuie les entreprises québécoises lorsqu'il y a des foires, lorsqu'ils sont présents à des salons et évidemment sur des missions commerciales. Et on a enfin aussi une fonction de veille, donc on suit de près l'évolution des tendances économiques en Allemagne, en Autriche, en Suisse, pour analyser les incidences, pour avoir vraiment cette intelligence stratégique, cette intelligence économique pour pouvoir bien conseiller le monde des affaires québécois. L'Allemagne en chiffres, Florent l'a mentionné, donc on parle de la 4e économie mondiale. En Europe, c'est 25% du PIB européen. C'est notre premier partenaire en Europe, donc avant le Royaume-Uni, avant la France, et ça depuis plusieurs années. L'ANCG, ça c'est une très bonne nouvelle, donc a été ratifiée enfin par l'Allemagne en décembre 2022. Donc les deux chambres du Parlement allemand, le Bundestag et le Bundesrat, ont approuvé la ratification en décembre. La loi de la ratification vient d'entrer en vigueur en fin janvier. Donc, l'Allemagne va pouvoir signer sous peu l'accord commercial en bonne et due forme avec le Canada. Qu'est-ce que ça veut dire, la SCG? C'est vraiment en vigueur déjà depuis 5 ans. Donc, c'est l'entrée en vigueur provisoire qui a eu lieu en 2017, qui fait en sorte que 98% des droits de douane entre les deux économies ont été supprimés. Les effets positifs de cet accord sont multiples. Maintenant, comme j'ai mentionné, on souligne le 5e anniversaire de l'entrée en vigueur. Et d'ailleurs, il y a la présidente de la Commission européenne qui est présentement en visite au Canada, donc Ursula von der Leyen. Et on a, grâce à cette visite-là, aussi les chiffres les plus actuels. Donc, on parle d'une augmentation de 66% des échanges commerciaux entre l'Union européenne et le Canada depuis 5 ans. Donc, on a atteint les 106 milliards de dollars canadiens. Pour revenir sur l'Allemagne, donc l'une des particularités de l'économie allemande, c'est que 80% de l'économie est soutenue par des PME. Donc, il y a énormément de hidden champions, en bon français, en Allemagne, près de 1500 entreprises là, qui excellent vraiment dans leur niche et qui sont très souvent présentes à l'international. L'Allemagne, c'est vraiment une économie décentralisée, ce qui la distingue, par exemple, de la France où beaucoup est concentré dans la grande région parisienne. Donc, en Allemagne, c'est vraiment 16 Länder qui correspondent à des provinces, des Länder distincts, avec chacun leur force économique particulière. Vous voyez sur la carte, c'est une carte vraiment des industries, la présence des industries en Allemagne. Donc, la densité industrielle est plus élevée au sud de l'Allemagne, donc en Bavière où on se trouve, dans le sud, et en Baden-Württemberg qui est à côté de la Bavière dans l'ouest. Aussi dans le nord-ouest, c'est la Rhénanie du Nord-Westphalie. Vous voyez l'autre zone qui est un peu plus verte, rouge, et c'est là justement où on avait notre première représentation à Düsseldorf. Il y a beaucoup de foires, de salons commerciaux qui sont dans cette région, mais aussi partout dans le sud. Il y a beaucoup de foires commerciales internationales, comme par exemple Hannover Messe. C'est la foire de l'industrie 4.0, si vous voulez. Donc, le recrutement, d'ailleurs, est présentement en cours pour des entreprises québécoises. Il y a Innotrans, il y a Aluminium Düsseldorf. Donc, c'est vraiment les plus grandes foires dans leur secteur, se trouvent souvent en Allemagne.
Il y a aussi énormément de grands groupes et de grandes compagnies qui sont très bien connues en Allemagne pour la plupart. Donc, on parle de Siemens, on parle de Bayer, des grands constructeurs automobiles comme BMW, Volkswagen, Daimler-Benz, les assureurs comme Allianz. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à mentionner en Allemagne. Je pourrais en parler longuement, mais je change de diapositive pour aborder très, très rapidement le contexte politique. Il y a la transition énergétique qui est d'intérêt aussi d'un point de vue économique et d'un point de vue occasion d'affaires aussi. C'est une décision qui a déjà été prise par l'ancienne chancelière Angela Merkel en 2011, donc de sortir du nucléaire et de se orienter davantage vers une économie verte. Tout ça a été bousculé, mais aussi accéléré à cause de l'invasion russe en Ukraine, qui a évidemment touché le monde entier, mais aussi particulièrement, je dois le dire, l'Allemagne. On parle d'une Zeitenwende. C'est le chancelier qui a cogné cette expression-là quelques jours après l'invasion russe, ce qui veut dire en français un changement d'époque. Changement d'époque parce qu'elle a vraiment mis au jour la grande dépendance de l'Allemagne de la Russie en termes d'approvisionnement énergétique. Donc, l'Allemagne importait pour au-delà de 50% de ses besoins en gaz naturel de la Russie. Donc, elle a dû se révéler de bord de trouver d'autres fournisseurs. Ils ont été partout dans le monde pour essayer de pallier ce besoin. Ils ont été d'ailleurs au Canada aussi, là, comme certains d'entre vous le savent, fin août de l'année dernière. Et donc, cette sécurité énergétique est devenue une priorité pour l'Allemagne. Il y a aussi énormément d'investissements qui se font dans le domaine de la défense. Et une autre chose que je souhaite souligner très rapidement, toujours dans le contexte politique, et Louis Roy, qui est avec nous aujourd'hui, connaît très bien cette loi. C'est une nouvelle loi qui est entrée en vigueur en janvier 2023 sur la traçabilité des chaînes d'approvisionnement. Donc, depuis le 1er janvier, toutes les entreprises qui ont plus de 3 000 employés pour cette année, puis l'année prochaine, plus de 1 000, doivent s'assurer qu'il n'y ait pas de violation des droits de la personne dans toute la chaîne d'approvisionnement, donc ce qui inclut leurs fournisseurs à l'étranger. Et on a mis ici là pour vous donner aussi une impression des merveilles de la langue allemande, le nom en allemand. Donc, c'est 5 mots qui composent le titre de la loi. Donc, c'est Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Pour poursuivre maintenant sur les choses qui intéressent notre auditoire, donc on parle des occasions d'affaires en Allemagne, les secteurs phares sur lesquels on travaille beaucoup avec notre équipe et les entreprises québécoises qui sont présentes ici. Donc, c'est tout d'abord le secteur aéronautique avec les grands joueurs qui sont Airbus, Liebherr, MTU. L'agroalimentaire, c'est un autre secteur d'intérêt avec plusieurs salons importants qui sont en Allemagne, qui ont lieu en Allemagne. Donc, Anuga, par exemple, le Gourmet Festival. Il y a un mois, il y avait Biofach, il y a Provine, donc la foire des vins, qui aura lieu dans 2 semaines, ou Craft Spirits Festival. Les multimédias, les jeux vidéo sont aussi très intéressants. Donc, il y a plusieurs grands éditeurs en Allemagne, donc Koch Media, Deep Silver, InnoGames, BigPoint, Calypso. Donc, on a beaucoup d'échanges aussi dans ces domaines-là. Aussi, sciences de la vie santé, donc il y a des grands joueurs qui sont connus mondialement comme Merck, Bayer, Boehringer, Siemens Healthineers, Brown. Aussi, on a plusieurs implantations, puis je vais revenir plus tard. On a l'exemple d'Optel, mais il y a aussi d'autres entreprises qui se sont implantées en Allemagne. Et puis ça, c'est un aspect sur lequel je vais revenir plus tard, l'importance d'avoir une présence physique aussi en Allemagne lorsqu'on souhaite y faire affaire. Donc, il y a, par exemple, dans le secteur de sciences de la vie, sciences de la santé, c'est l'entreprise Kinova qui a ouvert un centre de compétences en Allemagne. Et le dernier secteur que je souhaite souligner, évidemment, c'est les technologies de l'information et des communications. Donc, c'est des grands fournisseurs de services comme, par exemple, CGI, qui est très présent en Allemagne avec qui on travaille, mais aussi des entreprises qui sont plus spécialisées, par exemple, dans le laser, dans l'optique photonique. Il y a des entreprises comme Laserax et Opal RT qui viennent de s'implanter en Allemagne avec succès. Défis, opportunités en Allemagne. Donc, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, c'est la transition énergétique. Donc, c'est vraiment la grande priorité politique présentement.
dans le contexte de la guerre d'agression russe en Ukraine. Donc, ce besoin, cette nécessité de sortir de la dépendance au gaz russe. Il y a aussi, par exemple, un besoin d'une modernisation du système de transmission et de distribution de l'énergie. Je l'ai mentionné d'entrée de jeu, il y a les industries sont vraiment plus présentes dans le sud de l'Allemagne, alors que les sources d'énergie, qu'il s'agisse de pipeline, qu'il s'agisse d'énergie éolienne, se trouvent davantage dans le nord de l'Allemagne. Donc, l'offre est dans le nord, les besoins sont dans le sud. Donc, il s'agit vraiment de moderniser ce système de transmission de l'énergie en Allemagne. Mais ce qui est le plus important aussi, là, c'est dans le secteur de la transition énergétique, c'est vraiment l'intérêt dans les technologies québécoises qui permettent une plus grande efficacité énergétique. Autre grand secteur d'opportunité, c'est la mobilité durable. Donc, on le sait, l'Allemagne, c'est le pays du Das Auto, mais le virage vers la mobilité électrique était présent depuis les dernières décennies, mais a vraiment vécu une accélération significative dans les dernières années. Donc, il y a vraiment un virage assumé de l'ensemble des constructeurs automobiles allemands vers la mobilité électrique. Ils sont confrontés à un problème. L'Allemagne dépend à 99% de l'importation pour tout ce qui est ressources minérales stratégiques, qu'il s'agisse des besoins pour la filière batterie, mais aussi simplement des matières premières pour la construction elle-même des véhicules. Donc, il y a vraiment un grand intérêt de l'Allemagne envers les matières premières, envers les minéraux critiques et stratégiques, mais aussi envers les technologies québécoises dans le domaine de l'électrification des transports. Donc, les impressions 3D, le laser, mais alors juste à l'analyse des données, l'automatisation, intelligence artificielle, le quantique. Donc, il y a énormément de potentiel dans ce domaine-là. Et encore une fois, j'ai parlé de Hannover Messe, donc c'est l'industrie 4.0. Nous le savons, l'Allemagne, c'est vraiment une pionnière en transformation numérique industrielle, mais le Québec a cette expertise en intelligence artificielle, en analyse des données. C'est vraiment très recherché, très complémentaire à la force manufacturière de l'Allemagne. Donc, il y a cet intérêt vers l'expertise du Québec pour pouvoir rester compétitif et pour mener à bien et pour poursuivre cette transition numérique. Là, mon équipe et moi, on pourrait vous en parler pendant des heures. Donc, les clés du succès en Allemagne, c'est ce qu'on fait, c'est ce qui est l'essence de notre métier. C'est de bien accompagner et bien expliquer aux entreprises québécoises qui souhaitent être présentes en Allemagne quelles sont les clés du succès. Donc, l'Allemagne a des particularités qu'il faut connaître. Donc, tout d'abord, évidemment, il faut avoir les certifications pour pouvoir vendre en Allemagne, dont la norme CE, etc. Mais c'est aussi la culture d'affaires allemande qui diffère à celle présente au Québec ou en Amérique. Donc, la plus marquante, c'est peut-être le style de communication qui est très direct des Allemands. Donc, ils sont très axés sur les aspects rationnels. Ils recherchent la qualité et ils cherchent à baisser la prise de risque. Donc, il faut vraiment être prêt. Dans un dialogue de vente, il faut être très technique, il faut être capable de bien expliquer quels sont les facteurs de différenciation de mon produit ou de mon service, quels sont les rationnels d'achat. Il faut avoir une documentation détaillée, très technique, idéalement en allemand. Et je l'ai aussi mentionné, il faut idéalement être présent sur le marché. Donc, le processus de décision peut être plutôt long parce que justement, ils veulent s'assurer de la qualité du produit, ils veulent s'assurer que c'est vraiment il n'y a pas de prise de risque, il faut qu'ils connaissent les différentes facettes aussi de ce qu'on offre. Donc, il faut arriver sur le marché allemand avec une vision long terme. Il faut idéalement avoir des représentants ou des partenaires germanophones qui peuvent ensuite garantir ce lien avec les acheteurs en Allemagne. Idéalement, encore une fois, avec une filiale à travers l'acquisition ou l'implantation. Je l'ai mentionné, donc la culture d'affaires est particulière. Ils peuvent peut-être être un peu difficiles d'approche, les Allemands. Il peut être difficile de bâtir la confiance, mais une fois, si on a des éléments techniques rationnels et convaincants, c'est vraiment la façon pour percer en Allemagne. Et la dernière chose, évidemment, c'est ce qu'on conseille aussi là.
d'être présente peut-être lorsqu'on souhaite passer le marché d'allemand et pour connaître le marché, mais connaître aussi les concurrents qui sont présents en Allemagne, c'est d'être présent à des salons, d'identifier les salons, d'être présent, de regarder un peu le paysage et les secteurs qui vous intéressent, de participer donc à des salons par vous-même ou de participer à des missions commerciales qui sont organisées. Je sais que j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais aller très, très rapide. Mes collègues vont vous en parler. Donc, pour aller plus loin, il y a aussi cette complémentarité avec les ORPEX qui sont au Québec, qui peuvent aider les entreprises qui souhaitent explorer cette possibilité d'exporter. Donc, c'est vraiment les ORPEX qui sont le premier point de contact. Si vous êtes un exportateur en croissance, donc on peut vous aider chez Investissement Québec avec les ORPEX main dans la main pour vous préparer, pour bâtir un plan d'affaires, pour essayer de voir un peu vers quel marché vous pourriez vous adresser pour diversifier justement cette présence. Et si vous êtes un exportateur chevronné, donc on a vraiment les différents services qu'on peut vous donner avec Investissement Québec et avec tout notre réseau de représentation dans le monde. Donc, on n'est pas les seuls, évidemment, ici à Munich, mais on a près de 35 représentations dans 19 pays partout dans le monde qui nous sont prêts pour vous aider. Dernière slide, et je vais terminer ici. Donc, c'est l'ensemble du portefeuille de services qu'on peut vous offrir, donc qui va de l'obtention des informations, développement, repérage des clients, des partenaires, mise en relation et ensuite pour vraiment vous soutenir, avoir une présence physique sur le territoire, donc avec une filiale, avec un pour vraiment arriver à point pour votre présence à l'étranger. C'est tout. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elisa, pour cette excellente présentation donc, qui était en un temps record, a pu nous donner une quantité d'informations importantes. Et je suis persuadé que ça a donné des idées aux auditeurs. Si quelqu'un a une question, j'en vois pas pour le moment, mais on pourrait la prendre. Sinon, moi, je me permettrai d'en poser une petite question, Elisa. On connaît la réputation des produits allemands à travers le monde. On sait que les Allemands sont très fiers, la Deutsche Qualität. Je me demandais quelle était la perception des produits et des services québécois par les consommateurs ou les entreprises allemandes. D'après ce qu'on dit, mais c'est justement, je pense que c'est la qualité des produits québécois aussi qui est recherchée. C'est ceux, en fait, qui ont le succès sur le marché allemand. Donc, on accompagne nos entreprises, par exemple, aussi beaucoup dans le secteur des services, je dois dire. Et c'est vraiment cette excellence puis cet engagement-là aussi là, des entreprises québécoises. Donc, la perception est vraiment excellente aussi. Lorsqu'on arrive, c'est peut-être pas immédiat, c'est pas des décisions qui se prennent par les acheteurs allemands. C'est vraiment un grand processus de réflexion qui est derrière ça. Mais une fois qu'on a un pied sur le terrain, c'est vraiment la réception des produits québécois a été excellente. Parfait, merci. Puis je vois une Geneviève Gagné qui lève la main. Je vais lui donner la parole. Geneviève, normalement, vous pouvez poser votre question. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour l'excellente présentation. Geneviève Gagné, je suis représentante au Canada de la Bundesverband für mittelständische Wirtschaft. Donc, on travaille avec l'Association des PME allemandes. On cherche à créer des partenariats, particulièrement dans les secteurs porteurs que vous avez nommés, dont celui des transports électriques et intelligents. On sait qu'en Bavière, c'est un hub important. Maintenant, nos entreprises québécoises travaillent surtout avec la Californie dans ce domaine-là. On sait que c'est leur principal partenaire. Je me demandais, Mme Valentin, est-ce que vous savez qu'est-ce qui distingue l'Allemagne de la Californie dans ce secteur-là? Qu'est-ce qui ferait qu'une entreprise québécoise s'intéresserait à l'Allemagne plutôt qu'à la Californie, qui est a priori plus proche en termes de culture d'affaires, de langue? Vous en avez parlé, ça compte encore beaucoup l'allemand dans les relations. Donc, comment on fait pour attirer des entreprises québécoises vers l'Allemagne dans ce secteur-là? Je pourrais peut-être profiter de l'occasion pour vous présenter notre directeur économique, Olivier Jorin, qui pourrait répondre à cette question. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien, Olivier.
Oui, bonjour Geneviève. Donc, merci pour la question. Je connais moins la Californie, hein, donc je pense que c'est un marché que je connais moins, mais d'expérience, et même pour aller visiter BMW la semaine dernière, justement, je pense que l'Allemagne se distingue du point de vue de l'automatisation. Je pense que les entreprises californiennes sont bien automatisées également, mais je pense que c'est l'aspect qui différencie vraiment les entreprises ici. Je pense que ça, au niveau 4.0, au niveau de l'automatisation des processus. Je pense que l'Allemagne est particulièrement avancée dans ces domaines-là. Et je pense que c'est là que les entreprises peuvent avoir soit une valeur ajoutée, soit des opportunités dans ces secteurs-là. Bien sûr, là, vous l'avez mentionné, je pense que la culture d'affaires, la langue pourrait être perçue comme un frein. Mais on voit aussi que je dirais, il y a un brin d'exotisme dans les produits et les services québécois qui est bien perçu. Je pense que le Québec et le Canada ont une excellente réputation ici. Je pense qu'il y a moins de protectionnisme, de réflexe protectionniste qu'aux États-Unis, en Allemagne. Donc, voici ma réponse à la question. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Il y a également une question de Richard Legault qui a été posée dans le chat. Malheureusement, avec notre agenda assez chargé, Olivier, peut-être je t'inviterai à lui répondre directement dans le chat pour nous permettre de passer à la prochaine présentation qui est de Avovi Commercy sur les critères ESG. Donc, vous avez vu avec la présentation d'Elisa que c'était des facteurs très importants pour l'Allemagne. Donc, on va avoir une petite présentation sur l'avantage concurrentiel apporté par ces critères. Puis, en même temps, j'en profiterai pour faire un peu de publicité pour une étude qu'on a sortie à la FCQ, une étude, un guide en fait pour la décarbonation que je vais vous mettre dans le chat également. Je vous invite à la consulter. Elle est extrêmement bien faite. Il y a des cas concrets d'entreprises et des différents processus qu'elles ont mis en place. Mais je prendrai un peu plus de votre temps. Avovi Commercy va nous parler des critères ESG. Avovi, c'est à votre tour. Bonne présentation. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Avovi Commercy, conseillère senior en stratégie ESG chez Exportation et Développement au Canada. Heureuse d'être parmi vous ce matin et d'avoir cette opportunité de pouvoir partager sur l'ESG et son impact sur les entreprises qui exportent ou désirent le faire. Donc, mon objectif aujourd'hui n'est pas de faire de vous des experts en ESG, mais plutôt de vous amener à comprendre ce que c'est et comment l'ESG peut créer de la valeur pour une entreprise exportatrice ou qui désire exporter. On peut aller à la suivante. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit topo rapide sur EDC parce que ce n'est pas tout le monde qui nous connaît. Donc, on est une société d'État. Notre mandat est défini par la loi sur le développement des exportations afin de soutenir et de développer le commerce extérieur du Canada. Nous offrons des solutions de financement et des connaissances aussi pour aider les entreprises à être plus compétitives sur le marché international. Prochaine diapositive. Et aussi principalement sur l'ESG, outre notre stratégie corporative interne de l'intégrer dans la façon dont nous faisons nos affaires, incluant comment nous évaluons nos transactions. Nous aidons également nos clients à tenir compte des facteurs ESG dans l'évolution de leur propre entreprise. Donc, on va leur fournir des ressources, notamment des billets de blog, des webinaires, des mises en relation, mais aussi participer à des événements comme on le fait aujourd'hui pour justement accompagner toutes les compagnies pour qu'elles continuent à être compétitives, même au niveau de l'ESG. On peut aller à la diapo suivante. Donc, alors, les facteurs ESG, qu'est-ce que c'est? Donc, l'ESG fait référence aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, une entreprise pourrait donc l'utiliser comme un cas d'évaluation pour évaluer, gérer et surveiller les risques et opportunités ESG qui sont associés à ses décisions stratégiques et financières. Souvent, ce terme va être utilisé comme synonyme de durabilité ou encore de responsabilité sociale de l'entreprise. Mais la différence, c'est que la gestion des risques et des opportunités, ainsi que la préservation de la valeur actionnariale sont vraiment au cœur des principes de la stratégie ESG.
Les facteurs ESG concernent de nombreux sujets et parties prenantes, donc on le verra sur la diapositive suivante, mais toutefois, il importe de noter que ces enjeux vont souvent varier considérablement selon l'industrie, selon le secteur dans lequel vous opérez. Donc, vos enjeux peuvent même être propres à votre propre compagnie, d'où l'importance d'avoir une stratégie qui prenne en compte votre contexte organisationnel, une stratégie qui prenne en compte vos parties prenantes importantes, mais aussi qui prenne en compte vos stratégies d'affaires aussi. On peut aller à la suivante. Donc là, c'est beaucoup d'informations, mais c'est vraiment une grande liste de sujets ESG qui concernent différentes parties prenantes. Les facteurs environnementaux, comme vous le voyez, par exemple, peuvent comprendre les risques et expositions au changement climatique, la gestion des ressources, incluant les intrants. Les facteurs sociaux vont englober tout ce qui concerne même la gestion du capital humain, donc au niveau de l'inclusion, diversité, équité, même la gestion de la main-d'œuvre de la chaîne d'approvisionnement. Ça inclut aussi cet aspect social, inclut aussi même la gestion de votre propre chaîne de valeur et aussi l'impact de votre compagnie sur la société ou même dans les collectivités dans lesquelles vous opérez. Finalement, au niveau de la gouvernance pourrait très bien porter sur votre façon de faire les affaires, au niveau de l'intégrité. Donc, est-ce que vous avez un code éthique, un code de conduite aussi, au niveau de la qualité de votre propre conseil d'administration aussi, et aussi de la transparence dont vous faites preuve quand vous communiquez avec vos différentes parties prenantes. Quand je parle de parties prenantes, on parle de vos employés, on parle de votre conseil d'administration, on parle de vos clients, on parle des autorités gouvernementales, bref, toutes ces parties prenantes sont à prendre en compte. On peut aller à la suivante. Ce que je trouve important aussi à mentionner, c'est que souvent quand on parle des facteurs ESG, on a tendance à les voir vraiment plutôt d'un angle de vue de gestion des risques. Mais cela va vraiment au-delà des risques. Donc, si avoir une stratégie ESG complète qui est intégrée à votre stratégie d'entreprise, cela peut créer de la valeur financière et non financière à long terme. Donc, pensez à la possibilité d'augmenter vos chiffres d'affaires parce que vous avez un accès rapide sur les marchés. Pensez à la réduction des coûts parce que vous gérez bien vos ressources ou parce que vous avez des procédés qui vous permettent de mieux gérer vos ressources. Pensez à la réduction du risque lié à la réglementation parce que vous avez une idée de ce que sont vos obligations et donc vous êtes conforme. Pensez au fait qu'il y a la possibilité de retenir et d'attirer aussi le personnel, donc ce qui a un impact aussi sur la productivité, qui a un impact aussi sur la continuité de vos affaires et aussi à l'amélioration de l'image de marque de votre compagnie. Donc, il peut vous permettre d'attirer de nouveaux clients ou même de nouveaux investisseurs aussi. On peut aller à la diapositive suivante. Alors, pourquoi est-ce que c'est important l'ESG au niveau de l'exportation? Donc, outre tout ce que je viens de mentionner, quand on pense à sa stratégie d'exportation, il faut prendre en compte l'impact des exigences réglementaires dans les zones vers lesquelles on exporte. Donc, on voit par exemple de plus en plus de pression exercée sur les entreprises pour qu'elles améliorent leur gestion et la divulgation des facteurs ESG. On nous a déjà mentionné, par exemple, la loi sur la chaîne d'approvisionnement en Allemagne. Aussi, ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est que certaines entreprises en quête de financement, par exemple, pour alimenter leur stratégie d'exportation, vont se retrouver parfois face à deux situations. Donc, une conformité volontaire à des dispositions réglementaires non contraignantes, ça va encore, mais tout en gardant en tête qu'on voit quand même une tendance vers des régimes contraignants. Au-delà de la conformité réglementaire, si vous êtes dans la chaîne de valeur d'une autre entreprise qui a une stratégie ESG, c'est également une raison d'avoir sa propre stratégie, car ces dernières vont être souvent amenées à examiner leur chaîne de valeur. Donc, supposons que vous êtes dans la chaîne de valeur d'une compagnie telle que Microsoft, c'est votre donneur d'ordre, et qu'il décide d'avoir une stratégie net zéro. Cela veut dire qu'à un moment, Microsoft sera amené à examiner sa chaîne de valeur et cela pourra avoir un impact sur vous. Donc, vous ne voulez pas être la compagnie critique qui risque de les impacter négativement et de ce fait perdre des occasions d'affaires. Donc, cela s'applique à plein de niveaux, mais ça, c'est juste un exemple. Ça peut être au niveau de l'action climatique, ça peut être au niveau de la violation des droits humains, ça peut être au niveau de la gestion des risques d'approvisionnement qui va vraiment plus grand. Donc, ça, c'est quelques exemples. On peut aller à la diapositive suivante. Je sais qu'on en a parlé vite fait, mais voici encore. Donc, c'est un exemple concret déjà, cette réglementation dont a parlé Madame Valentin un peu plus tôt.
Donc, la loi allemande sur la chaîne d'approvisionnement prévoit de minimiser les risques liés aux droits de la personne ou à l'environnement ou de mettre fin à la violation des obligations liées aux droits de la personne. Donc, ce que cela veut dire pour les entreprises allemandes, c'est qu'elles doivent désormais s'assurer qu'il n'y a pas de violation des droits de la personne dans leur chaîne d'approvisionnement et celle de leurs fournisseurs à l'étranger. Donc, comment est-ce que cela pourrait s'impacter à des fournisseurs québécois d'entreprises allemandes? C'est qu'il est essentiel donc que ces fournisseurs québécois de biens ou de services soient préparés à ces changements législatifs pour rester attractifs sur le marché allemand. Donc, je le vois vraiment comme de belles occasions d'affaires, mais aussi qu'ils vérifient dès aujourd'hui leur propre système de gestion de la conformité pour déterminer s'il est nécessaire de les adapter ou pas, afin de prévenir les atteintes aux droits humains et à l'environnement. On peut aller à la diapositive suivante. J'espère que j'ai encore toute votre attention parce que c'est beaucoup d'informations que j'essaie de partager en peu de temps. Mais s'il y a un domaine qui est vraiment généreux en termes d'informations, c'est bien celui de l'ESG. Et c'est la raison pour laquelle c'est aussi difficile pour les entreprises de naviguer tout ça. Il y a énormément d'informations, il y a 10 000 suggestions de faire les choses. De l'importance de vraiment retenir les points suivants, de vraiment vous concentrer sur votre but et vos objectifs à vous, de vraiment prendre en compte votre stratégie d'affaires, vos parties prenantes également. Une stratégie ESG, il faut la voir comme une stratégie qui apporte une valeur à long terme à votre entreprise, mais aussi à votre stratégie d'exportation. Donc, vos priorités doivent correspondre à votre stratégie d'affaires, aux préférences et exigences aussi de vos parties prenantes. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que les facteurs ESG sont en constante évolution. Donc, c'est intéressant, mais c'est aussi un peu difficile à naviguer. Donc, c'est aussi très important de retenir que le parcours ESG reste quand même unique à chaque entreprise et on vise le progrès plutôt que la perfection. Et si vous décidez d'aller dans ce sens, faites-en une expérience positive pour votre personnel et toutes les parties prenantes qui sont impliquées. Donc, voilà, j'ai fait le tour de la présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions pour moi. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question. Merci beaucoup à Vovi pour un respect impérial du temps de présentation qui va nous permettre de compenser le petit retard que j'avais pris avec la période de questions. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Sachez que la présentation vous sera partagée dans le courriel de remerciement. J'ai mis dans le chat l'étude dont je vous parlais de la FCQ. N'hésitez pas à la consulter également. Et puis, je pense que Avovi l'a bien résumé. Les critères ESG, c'est pas un sprint, c'est un marathon et il vaut mieux voir les progrès que ça va vous permettre d'atteindre et l'avantage concurrentiel, puisque dans la plupart des marchés, ça deviendra un critère essentiel. Et ça me permet de faire la transition avec notre prochain invité, donc Louis Roy, président fondateur de Optel, qui est un leader dans la traçabilité, qui va nous parler de son expérience de développement de marché en Allemagne, puisque Louis et Optel ont ouvert un bureau dans le courant de l'année passée. Donc Louis, je vous laisse présenter un peu, nous faire part de votre expérience. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, premièrement, on va définir c'est quoi la traçabilité. Parce qu'il y a des requis maintenant réglementaires et on va voir la traçabilité de plus en plus. C'était notre pari. Donc, la traçabilité, c'est la capacité, à partir d'un produit, de le retracer, d'aller jusqu'à son origine. Donc, la loi en Allemagne actuellement oblige, mettons, on prend un téléphone, mais le téléphone, il va falloir que tous les fournisseurs, jusqu'à la mine, de tous les minéraux qui sont inclus dans le téléphone, aient eu un audit pour s'assurer qu'il n'y a pas de manquement aux droits des personnes. Alors, la traçabilité, c'est la capacité de suivre des objets, du matériel et d'aller capturer de l'information, toutes sortes d'informations. Donc, au point de vue des droits de la personne, ça va être les normes du travail dans les usines, les normes du travail dans les mines, et aussi, maintenant, dans les réglementations qui s'en viennent, certains pays commencent à les mettre. L'Europe vont le mettre. C'est des réglementations sur l'empreinte carbone, donc la déclaration d'empreinte carbone. Donc, la traçabilité permet d'aller capturer tout le long d'un produit en amont ou en aval, d'aller chercher toutes les données sur les émissions, donc tous les processus qui ont été utilisés pour produire un produit, que ce soit l'extraction, la fonte des minéraux, le traitement, etc. Donc, on va chercher les données sur les processus et on associe ça
au flux matériel. Et puis après, comme une auto, l'auto, une partie de son empreinte carbone, c'est son utilisation, donc suivre jusqu'à la fin de vie de l'automobile. Et aussi, la traçabilité permet de dire, OK, une auto ou un objet en fin de vie, comment est-ce qu'il a été disposé? Parce qu'encore, ça fait partie de l'empreinte carbone. Donc, la traçabilité, c'est utilisé pour toutes sortes de choses, pour prouver l'origine d'un bien, pour mesurer les impacts ESG, pour assurer que c'est le bon produit qui circule, pour faire des rappels, pour voir aussi les pertes le long et aussi, en même temps, se connecter au client final. Pourquoi l'Allemagne? Donc, on a essayé, ça fait nous autres depuis, donc agressivement en Europe, ça fait depuis 2014. Donc, on a ouvert une opération en Irlande. On avait regardé pour l'Allemagne, mais il y avait un contexte qui faisait qu'en Irlande, il y avait beaucoup plus de main-d'œuvre, donc on pouvait grossir plus vite. Puis en quelques années, on est monté à plusieurs centaines d'employés. Mais l'Allemagne a toujours été une cible. On l'a essayé au début, donc à partir de l'Irlande. Donc, on a engagé des vendeurs en Allemagne. On a eu quelques clients, mais c'était pas, on n'a jamais réussi à se positionner dans le top 3. Puis nous autres, quand on rentre dans un territoire, mais on essaie toujours d'être au moins premier ou deuxième, puis des fois troisième. Mais en Allemagne, on n'avait jamais réussi. Puis, quand on a lancé notre plan en 2017 d'adresser la traçabilité des facteurs ESG et de l'empreinte carbone, on a évidemment l'Allemagne avec sa domination industrielle, vous l'avez vu avec la présentation d'Elisa, le nombre de compagnies, que ce soit les grandes compagnies, mais aussi les plus petites compagnies, c'est des grands exportateurs, eh bien, l'Allemagne était inévitable. Alors, suite à notre expérience, on a décidé, OK, la meilleure façon d'aller en Allemagne et de réussir et de convaincre des gros clients de travailler avec nous autres, mais c'est d'avoir l'air allemand. Donc, on a acheté une compagnie. Donc, il y avait un de nos compétiteurs que j'ai approché pour les acquérir puis qui ont accepté. Bon, c'était, je trouve, la façon la plus rapide parce que c'est quand même difficile d'embaucher du monde en Allemagne. La loi de travail, c'est pas comme au Québec. Quand on veut débaucher un employé, ça peut prendre 3 à 6 mois avant qu'il rentre. C'est pour ça qu'on avait été en Irlande, parce que les normes du travail en Irlande sont comme au Québec. Donc, c'est très facile de débaucher du monde. Ils viennent presque au bout de 2 semaines. Mais en Allemagne, ça ne marche pas comme ça. Donc, l'acquisition pour nous, c'était un facteur donc rapidement pour avoir 40 employés en Allemagne, puis pouvoir dire aux clients allemands, on est une compagnie allemande, on vous envoie du monde qui parle allemand, on a des chargés de projet qui parlent allemand, on a des ingénieurs qui parlent allemand. Parce que quand même, les Allemands, mais en Europe, c'est un peu pareil aussi, les Français, les Allemands, les Italiens. C'est pas comme le Canada et les États-Unis. Au Canada, aux États-Unis, on fait affaire, nous autres, principalement à 60 de notre chiffre d'affaires aux États-Unis, puis on ne voit pas de différence. Quand on vend au Québec, des fois même, je trouve que c'est plus difficile de vendre au Québec que vendre aux États-Unis et en Ontario. C'est vraiment facile. Il n'y a pas de choc culturel. On a à peu près les mêmes pensées. Ils sont un peu cow-boys, nous autres aussi un peu. Mais quand tu arrives en Allemagne, il y a une forme de fierté du peuple allemand. Une petite anecdote, c'était un peu frustrant parce que tout le temps, donc en 2014, on a commencé à engager des vendeurs. Puis pour s'apercevoir que nos vendeurs disaient que les compétiteurs allemands étaient meilleurs que nous. Bon. On est le leader mondial. Nos compétiteurs allemands, on les a pulvérisés, on peut dire. Mais non, les compétiteurs allemands restaient quand même meilleurs que nous, les Canadiens, parce qu'ils étaient allemands. Donc, il y a cette réalité-là d'une fierté allemande qui existe, qu'on doit considérer. Alors, je pense qu'une compagnie qui dit « je veux vendre en Allemagne », puis il envoie un Québécois essayer de vendre en Allemagne sans aucune présence, la chance de succès, vous avez besoin d'avoir un produit vraiment exceptionnel pour réussir cet exploit. Nous autres, on l'a essayé, puis on n'a pas réussi. Donc, maintenant, on a une présence en Allemagne. Notre objectif, c'était d'approcher les grands groupes, donc dans l'automobile, dans le pharmaceutique, dans les autres industries, l'aéronautique aussi, et ça marche. Donc,
on est considéré actuellement par des gros joueurs dans l'automobile pour faire adresser les réglementations en ESG, puis aussi d'autres projets en traçabilité. Alors, je dirais que pour nous, ça prenait ça. Parce qu'aussi, on mise gros, là, on vise à travailler avec les Volkswagen de ce monde, les BMW, les Mercedes, etc. Alors, il faut quand même avoir une bonne présence pour y arriver. Alors, comment ça marche avec les employés maintenant? Avec les employés, de ma personnalité, je suis assez un entrepreneur intuitif. Je veux dire, OK, on s'en va en Allemagne, les tendances, les réglementations, on est toujours un peu en avance, Optel. En fait, je suis actuellement basé en Europe parce que l'année dernière, j'ai dit, mais c'est en Europe qu'il va y avoir le plus de réglementation, mais c'était un pari. Puis, en réalité, ça s'est produit. C'est l'Europe qui est le premier à mettre des réglementations plus sévères, donc l'Allemagne sur la traçabilité, sur la chaîne d'approvisionnement, l'Union européenne sur la déforestation et des réglementations aussi sur la déclaration d'empreinte carbone, ça s'en vient. Donc, je suis un peu intuitif, mais les Allemands, nos employés, ils ne sont pas à l'aise avec cette méthode-là. Alors, eux autres, ils ont besoin d'avoir un plan précis. Puis, je me fais le reprocher quasiment à chaque mois, à chaque semaine, à chaque jour. OK, Louis, c'est quoi le plan précis? Ils aiment avoir une clarté sur les actions. Puis, alors, j'essaie de pousser ça à notre équipe qu'il faut être plus clair. Mais c'est quand même un changement parce qu'au Québec, puis même aux États-Unis, il y a un petit côté cowboy de prise de risque qui est plus élevé, mais comme disait Elisa, les Allemands aiment la clarté. Ils veulent minimiser le risque. Alors, même avec les employés, ça se sent. C'est une façon des fois plus longue. Donc, quand on veut aller vite, être agile, non, eux autres, non, je veux tout comprendre. Je veux avoir les détails, où est-ce que tu vas aller, c'est quoi le plan dans 2 ans. Bon, alors, il faut que je fasse beaucoup d'efforts comme entrepreneur pour y arriver. Quand même, on n'a pas perdu beaucoup de monde. Je pense après l'acquisition, ça a été quand même un choc. Donc, un groupe allemand se fait acheter par une compagnie canadienne. Donc, on a peut-être eu 2 personnes qui ont quitté sur 40. Donc, l'équipe est bien motivée, quand même toujours inquiet parce que par le manque de clarté, le faites-nous confiance, ça ne marche pas beaucoup. Alors, il faut travailler ça. Mais donc, on a aussi surfé beaucoup sur le support. Donc, la délégation du Québec, aussi les Affaires mondiales Canada, c'est extraordinaire. Quand on veut accélérer sur un marché, surtout on rentrait dans l'automobile, on n'avait aucun contact. On rentre dans l'aérospatiale, on n'a aucun contact. Alors, c'est vraiment des partenaires hors pair. Donc, l'équipe d'Elisa, on travaille beaucoup avec eux autres. Quasiment à chaque semaine, on a des appels. Là. On va à des événements avec eux autres. Et c'est vraiment utile parce qu'ils nous rentrent dans le network. Après, ça nous donne une visibilité quand même. Le Canada est bien reconnu en Allemagne, donc c'est assez facile. Comme je disais, par exemple, pour faire affaire, ça prend une présence quand même locale. Alors, merci à toute l'équipe, la délégation, de continuer à nous aider et ce n'est pas fini. Donc, je recommande quand même, c'est un gros marché. Il y a de la géopolitique qui joue. Les Allemands cherchent des nouveaux fournisseurs, donc de plus en plus, il y a des tensions, on le sait, géopolitiques, qui fait que l'Allemagne va vouloir sécuriser, comme dans les minéraux critiques. Il y a beaucoup d'intérêt de l'Allemagne avec le Québec. Donc, il y a une ouverture qui se crée parce que le Canada, l'Europe, on est quand même très proche au point de vue culturel. Puis avec les États-Unis, donc ces blocs-là géopolitiques vont se tenir de plus en plus proches ensemble, ce qui ouvre des opportunités d'affaires de plus en plus facilement. Alors, c'est notre expérience. Beaucoup de plaisir, mais quand même des efforts pour réussir ce projet-là. Merci beaucoup, Louis, pour ce témoignage très inspirant. Puis on voit les caractéristiques du marché allemand, unique presque, j'ai envie de dire. Et je me demandais, cette exigence de clarté, cette exigence de vision long terme, est-ce que vous, à Optel, ça vous aide aussi à vous améliorer pour les autres marchés, d'avoir de
mieux définir un peu vos plans pour l'avenir d'une certaine manière? Oui, c'est sûr que il faut faire des efforts, même pour nos employés au Québec. Bon, c'est mieux d'avoir un plan plus clair. Mais je dirais que ça va à un niveau un peu plus loin. Puis oui, en effet, les Allemands performent bien au point de vue international à cause qu'ils ont une vision claire, à cause qu'ils ont un plan, ils réalisent, ça permet de faire de la qualité, etc. Donc, on a entré même Martin, qui est en charge de l'unité allemande dans le comité exécutif pour vraiment avoir bénéficié de cette façon de faire-là. Donc, il est souvent là, OK, mais je vais aller plus loin, donnez-moi plus de détails. Alors, oui, c'est sûr que ça aide pour arriver plus solidement sur un marché ou sur un produit ou sur des livraisons. Excellent. J'invite aussi les participants à poser vos questions directement à Louis. Je pense que c'est un bel apprentissage qu'on peut obtenir, une belle inspiration pour vous. Je finirai sinon sur une dernière question, vous avez évoqué l'importance d'être présent, d'avoir une documentation idéalement en allemand. C'était un point également de Elisa. Puis également avoir des Allemands qui vendent vos produits. Mais si vous deviez donner un seul conseil pour les dirigeants d'entreprise sur la ligne, quel serait-il là pour s'assurer de réussir leur expérience de développement de marché en Allemagne? C'est ça. Si vous avez un produit exceptionnel, ça peut marcher. Vraiment une différenciation. Sinon, si vous avez un produit où il y a un peu de compétition, puis ça n'en prend pas beaucoup aussi, dès qu'il y a un compétiteur en Allemagne, mais là, vous allez devoir embaucher ou trouver un partenaire allemand pour que ça soit presque transparent pour les Allemands qui fassent affaire, qui n'ont pas l'impression de faire affaire justement avec des francophones et autres. Donc, il faut vraiment rendre la relation transparente pour eux autres, qu'ils aient l'impression de travailler avec des Allemands. D'accord, excellent. Merci infiniment, Louis. C'était vraiment intéressant. Maintenant, après ces trois présentations, j'imagine que ça a donné quelques idées aux personnes sur la ligne. On a la chance au Québec, Louis le mentionnait, d'avoir des organismes extrêmement compétents pour nous aider. Et je voulais leur donner une tribune donc à 4 organismes qui vont pouvoir vous accompagner selon votre entreprise, selon le stade dans lequel vous êtes. Donc, on va faire une forme de tour de table où chacun va disposer de 4-5 minutes un peu pour vous expliquer quelle est l'offre de service, quelles sont les cibles recherchées, puis quelles sont les prochaines étapes une fois que vous êtes intéressé. Qui est-ce que vous devez contacter ou quelle page web vous devez consulter. Donc, on va débuter par Investissement Québec et la délégation, donc avec Élise Roy, conseillère experte, et Olivier Jobin, que vous avez entendu précédemment. J'en profite juste avant de leur laisser la parole pour vous parler d'un guide des organismes de soutien que nous avons sorti l'an dernier à la FCCQ. On l'a fait en collaboration avec Investissement Québec, avec EDC, avec Affaires Mondiales et avec EDC. Donc, je vais vous le mettre en lien. Je vous invite à le consulter. Il y a une quantité importante d'informations, mais là, je vous laisserai la parole donc à Olivier et Élise donc, pour nous présenter le continuum de services entre Investissement Québec jusqu'à la délégation. Donc, Olivier et Élise, à vous la parole. Merci Florent. Je laisserai peut-être la parole en premier à Élise donc, pour parler un peu des services d'Investissement Québec et je compléterai par la suite avec les services à la délégation Munich. Alors, bonjour tout le monde. Merci Florent. Oui, je suis conseillère experte chez Investissement Québec International, en fait, dans la division exportation. Je ne sais pas si vous connaissez bien Investissement Québec International, mais on a essentiellement deux mandats. Tout d'abord, celui d'accompagner les entreprises québécoises dans leurs intérêts à l'international en matière d'exportation, implantation, recherche de partenaires. Et on a aussi un second mandat, et ce n'est pas notre équipe là, présente sur place ce matin, mais d'appuyer les entreprises étrangères qui souhaitent s'implanter au Québec. En ce qui concerne Investissement Québec International, on est aussi présent
avec une équipe environ de 100 personnes, que ce soit au siège à Montréal, mais encore dans 30 différentes locations à travers le monde, dans 20 pays, dont mon collègue Olivier Jobin, qui est basé au sein de la délégation générale du Québec à Munich avec toute la belle équipe là, économique. On travaille en symbiose. En fait, le mandat de notre équipe, c'est vraiment d'accompagner les entreprises. Alors, à partir du siège, à partir d'Investissement Québec chez nous à Montréal, on a une équipe de conseillers à la fois sectoriels selon les secteurs d'activité des entreprises et différentes directions géographiques. Puis, selon le besoin de l'entreprise, on évalue c'est quoi le service qu'on peut offrir. Et c'est là où l'ensemble des partenaires disponibles au Québec, que ce soit au sein de notre organisation, mais encore avec les ORPEX, avec Affaires mondiales Canada aussi, on travaille en synergie pour offrir le meilleur accompagnement conseil possible à l'entreprise là où elle en est rendue. Elisa a parlé tout à l'heure de différents stades, en fait, de développement de l'entreprise à l'international, que ce soit une entreprise qui débute avec son premier projet d'exportation, que ce soit sur le marché de l'Europe ou encore des États-Unis, versus une entreprise qui en est vraiment à plusieurs années d'expérience en exportation et qui a vraiment des projets, soit d'implantation ou des projets, je vais dire, plus d'envergure. On a un processus d'accompagnement pour chacune de ces entreprises-là, peu importe le stade où elle en est rendue, et on fait appel avec nos partenaires. La collaboration qu'on a avec des équipes à l'étranger comme celle d'Olivier, puis là, Olivier, je pense que je vais me permettre de passer la parole, c'est qu'à partir du siège, à partir du Québec, on fait cette première analyse-là pour vraiment établir c'est quoi les besoins de l'entreprise, où elle en est rendue, c'est quoi le profil en fait d'interlocuteur qu'elle peut rechercher sur le terrain ou encore quel type d'informations clés. Parce qu'au sein de nos équipes, on a aussi des équipes de veille stratégique, de base de données, de recherche d'informations. Donc, avant même que l'entreprise ait, par exemple, besoin de parler à nos équipes à l'étranger, on peut, à partir du Québec et avec nos partenaires, que ce soit les ORPEX, faire un premier travail de terrain qui est non négligeable. Et par la suite, nos équipes sur le terrain travaillent vraiment dans l'accompagnement de la mise en relation avec des clients potentiels et donneurs d'ordre. Olivier, je te laisse raffiner puis peut-être donner certains exemples. J'ai de la misère à ajouter sur ce que tu as dit, Elise. C'est très, très bien expliqué. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est travailler en tandem, là, donc en symbiose avec l'équipe d'Investissement Québec International, avec les conseillers qui sont sectoriels, donc par différents secteurs. Donc, sur l'Europe, on a environ une dizaine de personnes sur différents secteurs qui sont basés à Montréal. Et ici à Munich, on a environ 5 attachés économiques sur différents secteurs, surtout sur les secteurs prioritaires. On dirait que la force de l'équipe ici à Munich, je pense que Louis l'a bien énoncé tout à l'heure, c'est le réseau. Donc, on a un réseau qui est extrêmement bien développé. C'est là qu'on a une grande valeur ajoutée avec les entreprises, c'est-à-dire de mettre en relation, d'identifier des nouvelles opportunités, d'identifier soit des salons et sur de l'information stratégique, donc sur du conseil, soit pour des opérations d'acquisition, mais surtout pour du développement d'affaires. C'est quoi la meilleure stratégie, c'est qui les personnes à contacter. Donc ça, c'est vraiment notre valeur ajoutée ici. On a plusieurs services aussi, notamment sur justement l'implantation-acquisition. Lisa l'a peut-être mentionné tout à l'heure, mais on dirait qu'on voit un peu un renouveau, un intérêt nouveau pour plusieurs entreprises qui désirent s'implanter ici en Allemagne parce que c'est une des façons d'avoir du succès. L'exemple d'Optel, ça en est un très bon. Donc, on raffine, je dirais, cette offre de service-là à l'implantation-acquisition. Soit avec les agences d'attraction locales qui peuvent nous aider aussi à faire ces opérations-là ou justement par du conseil stratégique etc. Donc, je m'arrête ici. On offre une quantité de services qui est impressionnante. On a une équipe expérimentée. Moi, ce que je vous invite est un peu le parcours. Elisa l'a mentionné tout à l'heure, selon votre stade de développement.
Et je vous invite soit à prendre contact avec vos ORPEX, soit à prendre contact avec Élise chez Investissement Québec. Et par la suite, nous, on prend en charge des dossiers d'entreprises expérimentées sur le territoire. Donc, je m'arrête ici. Merci beaucoup, Élise et Olivier. Je pense que ça explique bien le continuum de services qu'il y a entre le Investissement Québec à Montréal et puis ensuite le lien avec les délégations. Donc, merci beaucoup pour votre présentation là, qui clarifie, je pense, beaucoup les choses. Donc, n'hésitez pas à aller contacter Investissement Québec là, qui vont pouvoir vous mettre en lien ensuite avec les délégations selon le stade où vous en êtes ou en tout cas vont pouvoir vous servir. Maintenant, j'appellerai Olivier Turvis, donc directeur de compte principal chez EDC, qui va nous expliquer un peu comment EDC aussi peut vous aider dans vos démarches à l'international. Donc, Olivier, c'est à toi. Bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà, donc Exportation Développement est une agence fédérale, comme vous pouvez peut-être le connaître, et que ma collègue Avovi vous a présenté tout à l'heure. On est présent partout au Canada, mais on est aussi présent dans plus de 20 pays dans le monde, dont Düsseldorf, qui est notre bureau d'exportation. C'est un peu nos yeux et nos oreilles au sein de EDC pour voir comment on peut aider les exportateurs. En fait, EDC est là surtout pour supporter les exportateurs canadiens, québécois et aussi les futurs exportateurs dans leur démarche à l'international. On a différents outils financiers avec qui on travaille avec nos partenaires financiers, donc vos banques en soi, mais aussi on a aussi un service conseil qu'on met de plus en plus d'axes là-dessus par le biais de nos équipes d'aide à la stratégie, à l'exportation, mais aussi par le biais aussi de nos bureaux à l'international, donc comme le bureau de Düsseldorf. Cette équipe-là va être là pour vous aider à trouver des partenaires, à trouver des clients, à pouvoir voir comment vous pouvez avoir une meilleure expansion à l'international et peut-être voir comment nous, derrière les différentes agences, bureaux, genre régionaux, on va pouvoir vous aider par le biais de votre établissement financier dans le support de cette croissance internationale. Donc, grosso modo, on est vraiment un allié. On travaille beaucoup avec, on essaie de travailler aussi avec IQI. On travaille avec également les organismes d'exportation de façon à pouvoir vous aider. C'est un effet de synergie qu'on essaie de mettre le plus en place pour pouvoir vous supporter dans cette exportation-là. Merci beaucoup, Olivier. Donc, pour les EDC, accompagne énormément d'entreprises et puis est un partenaire du programme Corex. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Ils ont des équipes extrêmement compétentes. Et puis, comme le mentionnait Olivier, présentes sur les différents territoires en Allemagne, mais aussi ailleurs dans le monde. Donc, c'est un allié de choix pour les entreprises québécoises et canadiennes. Donc, je vous invite à passer par EDC dès que vous considérez exporter ou si vous exportez déjà. Il y a certainement… Ou que vous pensez exporter. Ou que vous pensez exporter. Tout à fait. Merci pour la précision. Maintenant, j'inviterai Audrey Strel, déléguée commerciale chez Affaires Mondiales, qui va nous expliquer un peu plus ce que peut proposer Affaires Mondiales dans cette idée de synergie entre tous les organismes et de complémentarité des offres de services. Donc, Audrey, c'est à toi. Merci, Florent. Donc, bonjour tout le monde. Audrey Strel, je suis déléguée commerciale au service des délégués commerciaux. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment appuyer les entreprises canadiennes dans leurs projets à l'exportation à l'extérieur du Canada. Donc, les bureaux régionaux au Canada, on travaille conjointement avec notre réseau à l'étranger pour offrir différents services aux entreprises canadiennes qui ont des projets à l'exportation, que ce soit la mise en contact avec des relations d'affaires dans les pays que vous visez, que ce soit de l'aide, dans le fond, à votre développement de stratégie, que ce soit de l'information de marché spécifique pour certains secteurs et pour certains marchés. Donc, on offre vraiment un grand éventail de services pour les entreprises canadiennes qui souhaitent développer leur exportation à l'international. Donc, comme je disais, ici, on travaille beaucoup avec notre réseau à l'étranger. On a 165 bureaux à travers le monde pour soutenir les entreprises canadiennes. On a donc 3 en Allemagne. On a l'ambassade du Canada en Allemagne à Berlin. On a aussi un bureau qui est à Munich et un à Düsseldorf.
Donc, on a ces trois sources-là, dans le fond, pour vous appuyer dans vos démarches, dépendamment de quelle région en Allemagne vous visez et aussi quel est votre secteur d'activité. Affaires mondiales Canada, on a aussi un programme de financement qui s'appelle CanExport, que je suis certain qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui le connaissez déjà. Donc, juste pour vous mentionner, répéter qu'on accepte en ce moment les applications pour les dépenses à partir du 1er avril 2023. Donc, on a réouvert le programme le 15 février dernier, donc c'est tout nouveau, tout beau. Donc, je vous invite à réfléchir à votre stratégie et à appliquer, dans le fond, au programme pour vous aider. Avec qui on travaille? Dans le fond, nous, on travaille avec les entreprises qui sont prêtes à l'exportation. Par ça, je veux dire les entreprises qui ont un plan d'affaires à l'international et qui ont vraiment les ressources humaines et financières nécessaires pour mettre en œuvre leur plan. Donc, nous, on est vraiment là dans la mise en œuvre du plan d'affaires à l'international et vous appuyer dans cette démarche-là. Donc, je vous invite à nous contacter si vous ne connaissez pas encore. Vous pouvez nous écrire un petit courriel. Je peux laisser l'adresse ou je crois que Florent aussi va la partager par la suite. Sinon, allez visiter notre site web et aussi, si vous avez des questions sur CanExport, je vous invite à aller lire le guide du demandeur qui est disponible sur le site web de CanExport PME ou encore CanExport Innovation, dépendamment de quel programme vous intéresse. Merci beaucoup, Audrey. Donc, effectivement, on partagera les ressources utiles, donc contact et page web là, pour vous aider si vous êtes intéressé à profiter de ce beau programme qui est CanExport et donc qui vient juste de rouvrir. Donc, c'est le moment de solliciter. Et maintenant, pour terminer, j'inviterai Nadine Brassard, présidente de Commerce International Québec, donc les ORPEX, qui jouent un rôle fondamental dans l'aide aux entreprises et qui sont présents dans chacune des régions québécoises. Donc, un allié, là encore, pour chaque entreprise qui considère ou qui exporte déjà. Nadine, je te laisse présenter plus en détail l'offre des ORPEX. Merci beaucoup, Florent, là, pour l'organisation de ce webinaire. Je tiens aussi à remercier mes prédécesseurs qui ont parlé, donc Elisa, Élise et Olivier, qui ont bien mis la table pour introduire notre service, le service des ORPEX. On est vraiment très contente d'avoir l'opportunité de présenter qu'est-ce que c'est Commerce International Québec, puis qu'est-ce qu'on peut faire via notre réseau pour aider les entreprises à maximiser leurs retombées là, sur le marché allemand, mais aussi pour tout autre territoire. Commerce International Québec, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est le réseau des organismes régionaux de promotion des exportations. Vous avez entendu ORPEX un peu tout au long de la présentation. C'est ça que ça veut dire, ORPEX. Notre réseau regroupe 20 organismes qui sont répartis partout à travers le Québec. On dispose de 65 experts qui peuvent vous aider dans la préparation de vos démarches à l'exportation. On l'a entendu, on a vraiment un continuum de services qui est bien défini, on se connaît bien, on travaille ensemble tout au long du processus pour vraiment mieux accompagner les entreprises, donc tant avec Investissement Québec International qu'avec Affaires mondiales Canada, les délégations à l'étranger. On a un bon protocole pour bien se référer les entreprises. Donc, peu importe où vous êtes localisé au Québec, il y a certainement un ORPEX là, qui peut vous aider. Sur le site de ciquebec.ca, avec votre code postal, c'est très facile d'aller identifier l'ORPEX qui couvre votre territoire. Pourquoi est-ce que vous seriez amené à travailler avec votre ORPEX? Qu'est-ce qui pourrait vous amener là, à nous contacter? Si vous souhaitez démarcher un territoire hors Québec et vous ne savez pas du tout par où commencer, nous, on est là pour vous aider à démystifier tout ça. Vous voulez élaborer un plan d'action, être mieux préparé pour réussir votre commercialisation, nos conseillers sont là pour vous assister dans tout ça. Vous voulez revoir votre stratégie, vous voulez être challengé, ou comme Audrey le mentionnait, là, avec le programme CanExport, vous avez besoin d'accompagnement dans la préparation de votre demande, on peut vous assister là-dessus aussi, évaluer le risque de potentiel de marché. On fait ça avec tous les collaborateurs autour de la table. Donc, on est vraiment là pour vous accompagner à chacune des étapes dans la préparation de votre exportation, là, que vous soyez une PME manufacturière, agroalimentaire ou de services à valeur ajoutée, tout secteur confondu, et peu importe la maturité de votre entreprise, là, en fonction de votre niveau de préparation, là, on va pouvoir vous référer, vous aider directement ou vous envoyer vers la bonne ressource qui va pouvoir vous aider. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans nos types d'accompagnement pour que vous ayez une petite idée là, des types de services qu'on peut offrir? On peut faire des plans à l'exportation, on peut vous accompagner dans la préparation des missions commerciales là, dans tout ce qui est là, au niveau
de préparer votre proposition de valeur, vos pitchs de vente, des choses comme ça. On peut vous challenger. Puis, on peut en faire plus encore, là, vraiment. Là, je vous conseille là, de nous contacter, de contacter votre ORPEX. Puis en fonction de votre besoin, ben, on va essayer d'adapter notre offre là, pour mieux vous servir. On est vraiment disponible là, pour vous poser les bonnes questions, puis vous challenger à élaborer une stratégie claire et crédible qui va tenir la route puis qui va pouvoir vous permettre d'accélérer votre croissance. Donc, comme je le répétais, s'il y a des entreprises qui veulent savoir c'est qui l'organisation, que l'ORPEX qui peut l'aider, ben, sur le site de ciquebec.ca, ayez votre code postal en main, puis vous allez savoir quel conseiller qui peut venir vous venir en aide pour votre démarche d'exportation. Ben, merci beaucoup. Merci Nadine pour cette excellente présentation. On partagera également le lien vers le site web. Effectivement, avec votre code postal, vous allez savoir directement quel ORPEX contacter. Donc, le site est super bien fait en ce sens-là. Donc, n'hésitez pas à contacter votre ORPEX, comme le mentionnait Nadine, quel que soit votre stade de maturité, votre expérience d'exportation. Ils vous aideront ou ils vous redirigeront vers les bonnes personnes qui étaient autour de la table. Donc, merci à tous les 5 pour, je pense que vous avez bien mis la table, présenter les synergies et complémentarités entre les différents organismes. Merci également à Elisa, à Avovi et à Louis pour leur riche présentation. C'est maintenant que cet épisode se termine. Certaines entreprises vont profiter du réseautage éclair. Je vous invite à utiliser le lien qui est dans votre invitation calendrier, les différents du webinaire. Je vous invite également à profiter des 3 prochaines activités. Mercredi prochain, le 15 mars, sur l'Asie du Sud, avec un focus particulier sur l'Inde. Le 22 mars, Asie de l'Est, avec un focus particulier sur le Japon. Et le 29 mars, on ira au Maghreb avec un focus également sur la Tunisie, avec lesquels on a noué des liens lors de notre passage en novembre dernier à Djerba. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Belle journée, encore une fois, internationale des femmes. Et puis au plaisir de vous retrouver le 15 mars prochain. Au revoir. Au revoir.